Bienvenue dans le Trésor de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Voici pour commencer les trois titres. En Côte d'Ivoire, les journées portes ouvertes des institutions de la République. La deuxième édition hier dans la commune de Cocody. Rencontre présidée par le vice-président de la République. Temoko Méliette Koné a salué les actions du chef de l'État Alassane Ouattara qui ont permis d'améliorer les institutions ivoiriennes. Toujours en Côte d'Ivoire, la deuxième conférence de presse du Premier ministre, économie, société, politique, Patrick Hachi, a fait le bilan de l'action gouvernementale de l'année 2022. Les échanges avec la presse se sont déroulés à l'auditorium de la primature dans la commune du Plateau. Enfin, 162 morts en Indonésie après le tremblement de terre hier sur l'île de Java. En Côte d'Ivoire, donc, la deuxième édition hier des journées portes ouvertes des institutions de la République. Cérémonie présidée par le vice-président de la République dans la commune de Cocody. Dans son discours, Temoko Méliette Koné a souligné que les institutions ivoiriennes se sont améliorées sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Les précisions dans ce reportage de Awa Touré. Les institutions de la République veulent prendre toute leur place dans le processus de réconciliation nationale. Des journées portes ouvertes sont ainsi organisées pour mettre en lumière et renforcer leur contribution à la cohésion sociale et l'unité nationale. Il s'agit aussi de rapprocher ces institutions de la population. Pour que notre pays soit le modèle de l'espérance promise à l'humanité, il importe que chacun de ses citoyens et une parfaite culture civique qui l'amène à aimer, à respecter et à défendre les institutions de la République. La connaissance des institutions de la République est, selon le ministre d'État auprès du président de la République chargé des institutions, une nécessité pour les citoyens. Nos institutions sont là, toujours aussi fortes, debout et persuasives au service de l'Ivoirien nouveau. C'est donc des moments d'apprentissage ou de révision collective que nous aurons au cours de ces assises qui mettent en lumière les potentialités de nos institutions en matière de promotion de la paix et de l'unité nationale. Le vice-président de la République, Temoko Méliette Koné, a pour sa part relevé que les journées portes ouvertes des institutions offrent l'opportunité de rassembler la nation tout entière autour des valeurs de cohésion sociale et d'unité nationale. Pour la majorité des Ivoiriens, les grandes institutions de la République sont des lieux lointains et inaccessibles, des lieux de mémoire, des lieux symboliques, presque mythiques, où s'inscrivent des grandes pages de la politique de notre pays. Le président de la République a, pour sa part, une autre idée de ces institutions, en particulier de l'administration publique. Il n'a cesse de nous inviter tous, quel que soit notre niveau de responsabilité, à faire en sorte que le service ou la chose publique soit le plus accessible possible à chacune et à chacun de nos concitoyens. C'est pourquoi je tiens à adresser mes sincères félicitations à Monsieur le ministre d'État en charge des relations avec les institutions de la République pour la constance de son engagement à organiser ces journées portes ouvertes. Elles prolongent efficacement les actions de valorisation, de vulgarisation et d'appropriation des instances constitutives de notre pays. Pour consacrer l'ouverture de ces journées, le vice-président de la République, Temoko Méliette Koné, a procédé à la coupure du ruban, ouvrant ainsi un forum d'échange et de partage entre le public et les institutions. L'animation des 13 stands des institutions est assimilée, ainsi que 5 panels constituent les temps forts de cette deuxième édition des Journées portes ouvertes des institutions de la République.
Dans l'actualité nationale également, la deuxième conférence de presse hier du Premier ministre à l'auditorium de la primature dans la commune du Plateau. Patrick Hachi a fait le bilan de l'action gouvernementale de l'année 2022. Le chef du gouvernement ivoirien a largement expliqué le PS-Gouv 2, vaste programme social doté de près de 3200 milliards de francs CFA. Les détails, Alexis Ouedraogo. 5 questions pour éclairer l'opinion publique sur les grands actes de la vie politique ivoirienne. Sur le retour annoncé de Charles Blé Goudé et autres exilés, le Premier ministre se veut clair. Le monde entier considère aujourd'hui que le pays est revenu dans une situation où rien ne peut justifier que quelqu'un aille en exil et dise qu'il est justifié. Quels sont les efforts qui n'ont pas été faits, Marietou est là, pour que les exilés rentrent? Patrick Hachi apporte des précisions sur les 46 militaires encore retenus au Mali. Dès le départ, du fait des relations séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Mali, qui nous transcendent, qui datent de nos arrière-grands-parents, de notre histoire, le président a décidé de traiter ce sujet par la voie de la diplomatie. Et il n'a pas varié. Je crois qu'on s'en tient à ça. Autre point qui cristallise l'attention, la loi sur la nouvelle commission électorale indépendante, boudée par l'opposition. À aucun moment au cours de cette discussion, la question d'équilibre au niveau de la CEI n'est venue, puisque ça a fait l'objet justement de la phase casse du dialogue. C'est parce que ce n'était pas équilibré qu'on a dit, bon, si on ne rajoute pas quelqu'un du PDCI, c'est déséquilibré. Donc on a rajouté quelqu'un du PDCI, c'est devenu équilibré, on est parti. Quand on a discuté maintenant, étant équilibré, pendant la 5e phase du dialogue, de dire on va rajouter quelqu'un d'autre, non, on a dit attention, hein, parce que si on est équilibré, qu'on doit rajouter quelqu'un d'autre, on devient déséquilibré. Donc on a dit oui, on peut rajouter quelqu'un d'autre à condition que l'équilibre soit maintenu. C'est la phrase qui a été écrite, à condition que l'équilibre soit maintenu. Ça veut dire, si on ajoute un chez vous, on ajoute un chez nous. On ajoute 2 chez vous, on ajoute 2 chez nous. Voilà le principe de l'équilibre. Le chef du gouvernement rappelle l'engagement constant du chef de l'État à maintenir un climat de paix, à renforcer la cohésion sociale. Le président Alassane Ouattara n'a fait que poser des actes en faveur d'un retour à une situation apaisée, stable, pour que le pays retrouve véritablement le chemin du développement durable. L'expérience professionnelle qu'il a eue tout au long de sa carrière lui a permis de voir dans de nombreux pays qu'en dehors de la stabilité et la paix, il n'y a d'issue pour personne, ni opposition, ni parti au pouvoir. Notre seul salut, c'est la paix. Et il n'a travaillé que pour ça, depuis le 2011. Et dans cet environnement de stabilité, le gouvernement déploie sa politique sociale, avec notamment la mise en œuvre de la CMU. Plus de 360 centres de santé ont été réhabilités et équipés sur toute l'étendue du territoire, ainsi que des conventions signées avec l'Ordre des pharmaciens pour la disponibilité des médicaments. Après avoir investi près de 1000 milliards dans le système de santé publique, pendant que d'autres sont prélevés de façon obligatoire, les fonctionnaires y sont prélevés de façon obligatoire, c'est déjà le cas, qu'un certain nombre qui ne se sont pas encore enrôlés, on rend pour certains actes administratifs le caractère obligatoire pour qu'on accélère leur enrôlement. C'était tout. Avec la CMU, c'est le PS-Gouv 2 qui est entièrement déployé. Dans tous les secteurs sociaux, véritablement, le PS-Gouv a fait la preuve de son efficacité. Et on en est, je dirais qu'à la première année, 2023 va être encore plus importante. En 2011, combien de personnes avaient un abonnement à l'électricité? C'est-à-dire avaient dans leur maison une ampoule qui pouvait allumer. 1 100 000. Aujourd'hui, on a combien d'abonnés? 3 500 000 abonnés. Inédit, jamais vu. En l'espace de 10 ans, le dialogue social a donné des résultats que les centrales syndicales elles-mêmes ont dit n'avoir jamais vu de leur vie. Inédit dans le pays. On a atteint des niveaux qu'aucun d'entre eux avait même rêvé. Le président a été quelquefois dans les discussions que nous avons eues, ça a été chaud, on a dit, président, voilà, eux ils ont demandé ça, si vous donnez au-dessus qu'ils ont demandé, il dit, vous donnez le maximum. La situation est difficile, on est dans un pays qu'on dit solidaire, il faut partager cela. C'est dans ces moments difficiles-là qu'un gouvernement montre qu'il est en phase avec ses populations. La problématique des logements sociaux n'est pas non plus ignorée. Entre la société de logements sociaux
la banque exclusivement dédiée au financement du logement social, avec donc un crédit acquéreur concédé à des conditions concessionnelles, et une société de garantie du logement social, on rentre pratiquement dans tous les obstacles qu'on pouvait avoir pour avoir des logements en volume. Mais en plus, le ministre ne s'est pas arrêté là. On a lié cela pour promouvoir également l'entrepreneuriat national. Tous les logements qui seront réalisés à l'intérieur du pays, qui sont des R+4, le sont exclusivement par des entreprises nationales. Et le gouvernement chérit une seule vision, améliorer encore et toujours les conditions de vie des populations. Au chapitre économie, les actions du gouvernement ivoirien, notamment le plafonnement du prix à la pompe du carburant, de certains produits alimentaires, la hausse du prix du cacao et la fixation du prix de la noix de cajou. Les explications du Premier ministre Patrick Hachi dans ce reportage de Lanciné Bakayoko. En réponse à l'inflation quasi mondiale qui a remis en cause toutes les prévisions de croissance, le gouvernement a pris une batterie de mesures sociales fortes et généreuses. Nous avons maintenu l'accessibilité des carburants avec un plafonnement du prix à la pompe grâce à une subvention de l'État. Nous avons également continué cette politique de soutien au pouvoir d'achat en s'attaquant manifestement à la hausse des prix, les prix des matières premières, en particulier celui de la fixation des prix du cacao, de la noix de cajou, du café, dans le plafonnement des prix des principaux produits alimentaires, dans la subvention accordée au secteur de la boulangerie pour la farine boulangère, tout cela pour maintenir un pouvoir d'achat aux populations. Ces mesures auxquelles s'ajoute la revalorisation salariale en faveur des fonctionnaires et autres agents de l'État ont permis non seulement de préserver le pouvoir d'achat des populations et de contenir l'inflation à un peu plus de 6%, mais également de projeter la croissance à 6,8% en 2022. En ce qui concerne les infrastructures, de grands chantiers sont achevés ou en exécution. Ce sont notamment l'achèvement de la première phase du terminal industriel polyvalent de San Pedro, l'achèvement du deuxième terminal à conteneurs de port d'Abidjan qui sera inauguré dans quelques jours, les infrastructures de soutien à la productivité vivrière locale avec la livraison prochaine du marché de Boaké, les grandes infrastructures pour la fluidité du transport dans le Grand Abidjan, les infrastructures de mobilité régionale avec la finalisation de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou et, bien sûr, l'accélération des travaux de la côtière. Enfin, les infrastructures, bien sûr, de la CAN 2023 que tout un chacun suit actuellement avec beaucoup de minutie, on le voit. En plus de l'industrie piscicole, de nombreux projets structurants dans le secteur agricole sont ouverts, notamment l'agropole de la zone nord qui va contribuer à la restructuration des filières anacardes, mangue et oignons, puis relancer la filière risicole. Nous travaillons également au renforcement du partenariat État-secteur privé avec le programme PEPIT, destiné à nos entreprises à fort potentiel d'exportation dans les chaînes de valeur stratégiques ou celles avec un fort impact domestique et national. Avec le guichet unique de développement des PME, le GUD, la future porte d'entrée unique des entreprises qui facilitera leur accès à des financements ainsi qu'à des marchés. Il sera, lui, officiellement lancé avant la fin de l'année 2022. Quant au paiement des fournisseurs de l'État, les délais sont ramenés à moins de 30 jours et un applicatif e-fournisseur est désormais opérationnel. Son rôle permet aux opérateurs économiques de suivre leurs factures et leurs traitements en temps réel. La question des docteurs en quête d'emploi est également au menu de la deuxième conférence de presse du Premier ministre Patrick Hachi. Écoutons le chef du gouvernement ivoirien. Est-ce qu'on est obligé de travailler dans la fonction publique ? Pour moi, qui ai eu l'opportunité à un moment donné de ma vie de faire un tour à l'étranger, si vous allez aux États-Unis, le plus grand nombre de personnes titulaires des doctorats ne travaillent pas dans les universités. Si vous allez à Stanford, à Palo Alto, vous avez des centres de recherche dans lesquels il y a 2000 docteurs, 2000, dans un seul labo. Avec des bureaux cloisonnés qui cherchent. Ils sont dans le privé. Ils ne sont pas dans la fonction publique. Donc, je pense que l'État aide, éduque pour qu'on obtienne un diplôme. Et il y a des gens, leur diplôme, ça ne commence pas par le doctorat. Le CEP est un diplôme. Le BPC est un diplôme. Le bac est un diplôme.
C'est vrai qu'on l'oublie quand on a eu le diplôme suivant, mais c'est un diplôme, gardez-le, on ne sait jamais. Mais quand on a un diplôme de docteur, ce que je veux dire à nos frères, c'est que malheureusement, bien que nous construisons un certain nombre d'universités, on ne peut pas trouver de postes pour eux tous. Et il faut qu'on commence également à changer de mentalité, parce que c'est un problème de mentalité dans notre pays. Vous n'êtes pas obligé de faire le travail pour lequel vous avez le diplôme. Il y a d'autres endroits où quelqu'un peut avoir un doctorat en sociologie et puis il est en train de faire l'informatique. Il gagne sa vie. Donc, quand vous essayez et qu'il n'y a pas de place ou que ça ne marche pas, on peut se reconvertir. Et l'État ouvre la possibilité, dans ses programmes aujourd'hui, de se reconvertir. Quelqu'un peut avoir un doctorat en littérature. On peut se reconvertir dans autre chose et aller dans le secteur privé. C'est bien pour ça que l'État dit le développement du secteur privé est le moteur de notre croissance et nous devons l'aider pour que les gens aient du travail. Donc je demande à ces étudiants titulaires du doctorat que je compatis avec eux. Mais si je veux vous aider, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité autre que la fonction publique? Est-ce que vous ne pouvez pas faire une reconversion? Est-ce que vous ne pouvez pas faire ceci ou cela? Je crois qu'il y a des opportunités innombrables qui sont là. Est-ce que vous ne pouvez pas créer une entreprise vous-même si on veut vous assister? Je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités. Si vous faites des benchmarks sur d'autres pays, vous allez vous rendre compte que le doctorat est un diplôme qui ouvre la porte à beaucoup de choses. Selon le Premier ministre Patrick Hachi, l'objectif en 2023 est la création de 32 000 opportunités de stage école, d'apprentissage ou de formation, de reconversion pour les jeunes. Pour en parler, Walter Amadou. À cette conférence de presse, le Premier ministre Patrick Hachi s'est voulu très optimiste pour le pays en 2023. Cela dans un climat mondial extrêmement exigeant. Abordant le chapitre « Éducation, formation et emploi », l'interlocuteur du jour des journalistes a réservé une place de choix au programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion. Le programme national de stage et d'apprentissage ainsi que de reconversion, lancé nationalement le 24 octobre, est déjà déployé dans les zones de fragilité également du Nord. Il proposera sur l'année près de 32 000 opportunités de stage-école sur l'ensemble du territoire en termes de formation, d'apprentissage ou de reconversion. Ce programme, dont 1159 jeunes sont déjà bénéficiaires, le chef du gouvernement a également mentionné la construction de 9 centres de formation et autant d'agropoles sur l'ensemble du territoire national. Pour cette année, des actions concrètes sont enregistrées. En matière d'éducation, nous avons achevé la construction de 43 collèges, de 565 salles de classe pour le primaire et le préscolaire. On a lancé avec le ministère de l'Enseignement technique un vaste programme de près de 9 centres de formation multidisciplinaires d'une capacité de 2000 chacun dans de multiples secteurs d'activité. Nous avons réhabilité des centres, donc ouverture de centres de formation accélérés. Quand on fait 2 fois la même classe dans l'enseignement secondaire général et qu'on continue d'avoir des difficultés, avec l'aide d'un conseiller pédagogique de l'école, il faut regarder parce que certainement l'enfant s'est trompé de voie et regarder si dans l'enseignement technique et professionnel, il n'y a pas les filières dans lesquelles il peut s'insérer et continuer jusqu'à 16 ans, conformément à la loi, pour réussir sa vie. Au niveau scolaire, 5 millions de kits ont été distribués en ce qui concerne la promotion de l'emploi décent. Le Premier ministre a précisé que 22 projets collectifs portés par des groupements ont été transmis pour financement avec un impact de 1847 emplois directs. Toutes ces actions laissent entrevoir des perspectives meilleures pour une jeunesse ivoirienne davantage compétitive et autonome au plan socio-économique. Toujours en Côte d'Ivoire, les échanges il y a quelques jours entre le ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique,
Mamadou Touré et les élèves du lycée moderne de Cocody. Au menu, les valeurs de la citoyenneté responsable. À l'issue de cette rencontre, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique a remis les symboles de la République à la direction du lycée moderne de Cocody. Pour en parler, Ahmed Traoré et Didier Nguessan. Ils sont au nombre de 3817 élèves du lycée moderne de Cocody. Ils échangent avec le ministre Mamadou Touré sur les questions de civisme, de citoyenneté, de non-violence et de culture de l'excellence. À cette séance de sensibilisation, le ministre a épilogué sur les valeurs cardinales des symboles de la République, notamment l'hymne national et le drapeau. L'idée, c'est vraiment participer à cette campagne pour le civisme, en d'abord magnifiant notre pays à travers la montée du drapeau, mais c'est aussi une occasion pour nous de prodiguer des conseils donc aux élèves, notamment les attitudes correctes qu'ils doivent avoir, les fléaux contre lesquels ils doivent se prémunir, l'alcool, la drogue, et espérer aussi que les événements que nous avons connus les années précédentes, congés anticipés, etc., ne peuvent plus se faire. Selon le ministre Mamadou Touré, des personnalités en public viendront tous les lundis dans les différents établissements pour sensibiliser les élèves, de quoi rapprocher les politiques de leurs administrés, notamment les plus jeunes. Cette cérémonie du jour répond à un besoin dans la mesure où de nos jours, il y a beaucoup de fléaux dans nos établissements. Il est bon que des voix plus autorisées viennent de temps à autre donner la bonne nouvelle aux enfants. Les élèves du lycée moderne de Cocody s'engagent à être des citoyens responsables pour une école de qualité. Plusieurs cérémonies du genre se tenaient au même moment dans d'autres établissements scolaires. Ensemble, continuons activement la lutte contre le coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle hier, 0 cas de coronavirus enregistrés en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre à présent 87 876 cas confirmés de coronavirus, 87 033 personnes guéries, 830 décès et 13 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. La région du Bélier, dans le centre du pays, le projet de pôle agro-industriel avance progressivement. Ce programme va s'achever en 2024. Des experts de la Banque africaine de développement, principal soutien financier de ce projet, ont visité récemment le chantier. Le point dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Démarrer véritablement en 2018 avec comme objectif principal de garantir la sécurité alimentaire à travers les filières porcines, poissons, maïs, maraîchers, manioc, riz, tout en améliorant leur production et leur transformation, source de revenus pour les acteurs. Le projet de pôle agro-industriel de PAI Bélier, plus de 80 milliards de francs CFA, ouvre les départements de Didievi, Tiebissou, Toumoudi, Djekanou, le district de Yamoussoukro et Atigouakro. Le principal bailleur de fonds, la BAD, veut s'imprégner de son état d'exécution, une sorte de bilan à mi-parcours qui devrait permettre d'apprécier les progrès et de rectifier le tir si besoin. Des acquis considérables sont à noter depuis le début du projet. La mise en place d'une zone agro-industrielle au niveau du projet. Nous avons visité cette zone-là ce matin et nous voyons qu'il y a des avancées. Il y avait également d'autres interventions, notamment sur l'amélioration des conditions de vie des producteurs dans les grands bassins de production. À ce niveau-là, toutes les infrastructures, notamment les pistes rurales, les écoles, les centres de santé, l'eau potable a été apportée aux paysans. Donc nous pouvons dire que le bilan est assez satisfaisant. Était de la mission terrain des représentants du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ainsi que du ministère des Ressources animales et halieutiques. La mission va s'achever à Abidjan avec d'autres rencontres qui vont aboutir à un point exact.
Direction la région du Zanzan, dans le nord-est du pays. Le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan a rencontré récemment les chefs de canton du département de Kounfao. Des prières ont été dites pour accompagner le docteur Souleymane Touré dans sa mission. Le point avec Herman Niamia. Le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan à Kounfao pour une rencontre avec l'ensemble des chefs traditionnels des 4 cantons du pays Bona. Dr Touré Souleymane est venu solliciter leur soutien et leur bénédiction pour la réussite de la mission qui lui a été confiée par le président de la République Alassane Ouattara. On a fait une rencontre B2B où ils m'ont confié beaucoup de choses. Je leur ai dit que je suis venu me confier à eux pour qu'ils demandent à nos ancêtres de me bénir, de me soutenir dans cette mission. Les échanges qui s'en sont suivis ont permis aux chefs traditionnels de comprendre le contenu de leur mission qui a été confiée à celui qu'ils appellent affectueusement leur fils. Ils ont promis au ministre-gouverneur qu'il peut compter sur eux pour bénéficier de leurs prières et de leur soutien. Nous sommes vraiment très satisfaits parce que depuis fort longtemps, on avait voulu et aujourd'hui où nous sommes arrivés, on sait que ça va aller. S'il arrive et qu'il vient vers nous, c'est parce qu'il est chef. Et un chef, il marche avec les chefs. Raison pour laquelle, en tout cas, on a été très satisfaits. Outre les chefs traditionnels, étaient également présents les élus et cadres du département de Kounfao qui ont aussi assuré au ministre-gouverneur qu'ils sont disposés à l'accompagner dans sa mission. La journée internationale de l'enfance célébrée dans le monde entier le 20 novembre dernier. En Côte d'Ivoire, plusieurs activités pour promouvoir le respect et le droit des enfants. À noter par exemple ce concert de sensibilisation au Palais de la Culture dans la commune de Trècheville, événement organisé par l'UNICEF et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le point avec Pacôme Didi et Didier Nguessan. Salle Anoumabo du Palais de la Culture de Trècheville, les artistes sensibilisent les enfants et parents contre les violences faites aux enfants. Cela à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance célébrée chaque 20 novembre. Des artistes choisis en fonction de leur notoriété auprès des enfants et leur engagement pour la cause des enfants. À partir de ce concert, chaque enfant comprendra qu'il occupe une place importante dans le cœur de ses parents et que désormais un enfant peut dire à ses parents qu'il ne faut pas faire de la violence aux enfants. Donc c'est toujours bon de faire passer ce message qui va toucher les deux parties, et les parents et les enfants. Donc les voix à 4000, c'est d'autres ambassadeurs que nous formons. Ce 20 novembre marque également l'anniversaire de la déclaration de la Convention relative aux droits des enfants. J'ai retenu de cette journée que les grandes personnes doivent respecter nos droits. Nous devons respecter les parents aussi parce que nous coûte cher. Je peux dire aux parents d'éviter de battre leurs enfants, il faut juste parler. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est l'anniversaire de la proclamation des droits de l'homme dans un instrument international qu'on appelle la Convention des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et cette convention a été ratifiée par notre pays le 4 février 1991. Et il faut dire que depuis ce temps, notre pays a pris énormément de dispositions pour promouvoir et protéger les droits des enfants. Ambiance surchauffée, moment de réjouissance pour ces tout-petits, mais aussi occasion pour sensibiliser le public et même les tout-petits eux-mêmes au respect des droits des enfants. L'idée principale, c'est d'avoir une discussion nationale, comment nous pourrions réduire la violence faite aux enfants, parce qu'aucun cas de violence est acceptable, mais entre nous, de manière collective, nous pourrions chercher des solutions. Nous leur avons passé des messages, nous leur avons donné des conseils sur le civisme, sur la drogue et aussi pour les jeunes filles, bien sûr, les grossesses en milieu scolaire. Je pense que le message est bien passé. C'était une belle fête. Ce concert vient couronner la campagne Réinventons une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants, lancée en décembre 2020 sous la présidence de la première dame Dominique Ouattara.
En image, l'actualité hors de chez nous. Bilan revu à la hausse en Indonésie. Au moins 162 personnes sont mortes et des centaines ont été blessées dans un tremblement de terre hier sur l'île de Java. Le précédent bilan présenté faisait état de 56 morts et plus de 700 blessés. On dénombre également plus de 2000 maisons et bâtiments endommagés. Enfin, l'Ukraine dit avoir découvert 4 sites de torture utilisés par l'armée russe à Kherson. On le sait, la ville de Kherson, dans le sud ukrainien, a été libérée le 11 novembre dernier, après 8 mois d'occupation russe. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes sur RTI 1.